Hello, bienvenue sur Reportart et pour cette dernière case du calendrier d'Halloween. Donc évidemment aujourd'hui on va pas faire une petite analyse d'œuvre, je vous ai sélectionné un film qui va avec la saison et on va regarder un petit peu les œuvres d'art qui se trouvent dans ce film parce que je trouve ça assez intéressant. Généralement quand on trouve des œuvres d'art dans un film, c'est jamais gratuit, c'est toujours soit pour intensifier une atmosphère, soit pour en dire plus sur les caractères des personnages, etc. Donc je trouvais ça cool aujourd'hui d'aller regarder La Famille Addams, le film de 91. Comme vous le savez depuis ces dernières années, il y a un regain d'intérêt pour La Famille Addams, notamment avec la série Mercredi sur Netflix. On parlera pas de cette série qui personnellement m'a beaucoup déçue, mais c'est un autre sujet. Nous, on va s'intéresser au film de 91. Évidemment, je vais quand même revenir un petit peu sur le plot du film, et du coup, il y aura des spoils, mais je pense pas que ça va changer votre vie d'avoir des spoils sur ce film. Pour le plot du film, on est dans un vieux et lugubre manoir où vit la famille Addams, dont les membres sont quand même assez particuliers, dans une esthétique plutôt gothique, avec une maison d'inspiration victorienne. Ils sont tous un peu en noir et blanc et ils vont totalement différer de la famille nucléaire des États-Unis. Dans cette famille, on a l'oncle Fester, ou l'oncle fétide en français, qui a disparu depuis 25 ans à cause d'une rivalité amoureuse qui l'opposait avec son frère. Évidemment, toute la famille regrette cette disparition, mais un beau jour, oncle fétide revient, il est sur le palier du manoir, et toute la famille est évidemment très heureuse de cet événement, mais peut-être que ça cache quelque chose. Est-ce que c'est vraiment l'oncle fétide ou non? Je pense que la fatigue a beaucoup joué, mais j'ai absolument pas dit le bon réalisateur. J'ai parlé de l'acteur de l'oncle fétide au lieu du réal. Donc le réal, c'est Barry Sonnenfeld. Évidemment, il prend source du cartoon du créateur original, qui est Charles Addams. Pour que vous ayez quand même en grande ligne le film et puis que vous puissiez vous y retrouver dans les personnages, je vais vous les présenter, comme ça vous savez qui est qui. Et pour la présentation des œuvres, je suivrai un ordre chronologique dans le film. Comme ça, si vous regardez ce film, vous pourrez les repérer plus facilement. Donc forcément, dans la famille, on retrouve Gomez Addams, qui est le père de cette famille, qui est fou amoureux et marié à Morticia Addams, sa femme. Et on a la mère de Morticia, qui est hébergée aussi dans la maison. Les deux, Morticia et Gomez, ils ont 2 enfants, Mercredi et Pugsley. L'oncle sera alors l'oncle fétide, mais dans le film, c'est un enfant adopté par une certaine Abigail Craven, qui est la créancière de l'avocat de la famille Gomez. Comme l'avocat de la famille Gomez doit des sous à cette créancière, ils vont monter tout un plan quand ils vont se rendre compte que le fils adoptif d'Abigail ressemble étrangement à l'oncle fétide, et tout le plot de l'histoire va tourner autour de ça. Et de comment l'avocat et la créancière vont renverser la famille Addams pour récupérer leur fortune et être riches, et comment la famille Addams va se rendre compte ou non que l'oncle fétide n'est peut-être pas le vrai oncle fétide. On va commencer avec le plus simple, mais je trouve ça intéressant de regarder un peu l'architecture. This is all so humiliating. Why did I marry you? Because I said yes. Ce sont pas de réels sites historiques comme on l'entend, mais on va avoir la maison de la famille Addams qui est hyper sombre, noire, d'inspiration victorienne, et ça sera pas la seule fois qu'on va retrouver ces inspirations-là pour former l'esthétique de la famille Addams, qui va totalement s'opposer aux grandes maisons bourgeoises de leurs voisins, qui représentent un peu plus les stéréotypes américains, où là c'est vraiment une maison toute blanche, où tout est très clair à l'intérieur, avec beaucoup de lumière, contrairement à chez les Addams. La famille Addams, elle est clairement dans un esprit gothique au sens moderne du terme, un peu lugubre, etc. On va retrouver les inspirations d'architecture victorienne, qui est une période très utilisée dans les esthétiques de ce type. Dès le début du film, on se rend compte que la famille Addams, c'est pas la famille cliché, ça sera pas une famille comme les autres, elle rentre pas du tout dans le moule des stéréotypes américains. Au début du film, on va suivre l'avocat de la famille qui rentre dans la maison et notamment qui traverse un couloir de portraits et de tableaux
Et c'est vraiment idéal pour commencer le film puisque ça nous met tout de suite dans l'ambiance de cette maison, mais aussi dans la généalogie de cette famille. On va retrouver différents portraits qui existent dans la vraie vie mais qui sont réinterprétés pour présenter différents membres de la famille Adams. Ça va quand même les inscrire dans une famille qui a une longue histoire et qui potentiellement a des origines aristocratiques. En tout cas, on n'est pas dans la famille classe moyenne américaine type Malcolm par exemple, pour ceux qui vont regarder la série. Déjà, pour commencer, on va retrouver ce portrait tout gris avec un homme de profil. En fait, il s'agit d'une œuvre de Whistler qui s'appelle Arrangement en gris et noir numéro 1 de 1871. Et c'est une œuvre que vous pouvez retrouver au musée d'Orsay si ça vous intéresse. Ce tableau, peut-être que vous en rendez pas compte, mais pour un Américain, c'est l'équivalent de notre Joconde, c'est vraiment une icône américaine. Sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas un monsieur qui est portraité, mais une femme. Alors déjà, Whistler, c'est qui? C'est un artiste américain qui est né dans le Massachusetts et qui va avoir une formation artistique, mais ses parents voulaient qu'il ait une carrière militaire jusqu'à ce que finalement, il cède pour qu'il puisse se professionnaliser en peinture. Avec sa famille, ils ont énormément voyagé, notamment par rapport aux affectations de son père, et à ce moment-là, il a déjà eu une belle formation artistique à travers l'Europe. Dans cette œuvre, on va pouvoir retrouver les différentes ressources dans lesquelles il puise pour créer. Déjà, on est sur un portrait, mais un portrait qui sort un petit peu de l'ordinaire. La protagoniste, elle n'est pas de trois quarts, ni de face, elle ne fait aucun contact avec nous, elle ne nous regarde pas du tout, elle est tournée vers l'extérieur. Et ça, c'est quand même très très peu courant dans le portrait. Autre point important, c'est qu'il y a pas mal de géométrie dans ce tableau, notamment on va avoir des lignes verticales avec la position de la dame, le rideau, mais on va aussi retrouver des lignes horizontales avec le plancher et la structure du mur. À ce moment-là, quand il réalise cette œuvre, Whistler est à Londres avec une partie de sa famille et on peut d'ailleurs retrouver une de ses gravures qu'il a réalisées qui représente la Tamise qui est accrochée sur le mur du tableau. On va aussi retrouver une signature de l'artiste un petit peu particulière plutôt que de signer par son nom et pour se différencier des autres artistes de son époque. On va avoir un petit symbole en forme de papillon qui est totalement inspiré par les mon japonais qui sont ces symboles représentant différents clans mais qui fait écho aussi à certaines signatures d'artistes japonais. Donc souvent, si dans un tableau vous retrouvez un monogramme avec un petit papillon, c'est sûrement une œuvre de Whistler. Ce qui va être aussi intéressant, c'est le titre qu'il donne au tableau. Je vous ai dit, c'est Arrangement en noir et gris numéro 1. C'est un titre quand même particulier et qui fait tout de suite écho à la musique. On parle d'arrangement, de symphonie, de ballade, ce genre de choses. Et Whistler va réutiliser son vocabulaire dans ses peintures parce que ce qui va l'importer, ce n'est pas tant le sujet, mais c'est le travail des couleurs. En fait, ici, il nous présente un arrangement d'une gamme de gris et de noir, comme indiqué dans son titre. Le personnage qui est représenté est sa mère, et on connaît ce tableau aussi sous le nom de la mère de l'artiste, mais évidemment, je n'ai pas voulu vous spoiler l'identité de la dame. Pour ce qui est du film, évidemment, comme on est dans la galerie des portraits, ici, la mère de Whistler prend les traits du père, soit de Morticia, soit de Gomez, ou même peut-être d'un arrière-grand-père, ou je ne sais quoi, mais en tout cas, un portrait de famille. Et ça fait aussi sens parce que retrouver ce genre de portrait dans un film américain, quand je vous ai dit que ce portrait-là représente pour un Américain ce que représente la Joconde pour nous, et bah forcément, le spectateur américain, il reconnaît tout de suite ce tableau, il l'accroche tout de suite. Pour ce qui est de l'œuvre de Whistler, ce n'est pas la seule, puisque juste en face, on a une femme potentiellement sur un bord de plage, qui est aussi directement inspirée d'une œuvre de Whistler. Sans jugement de goût pour ceux qui ont réalisé ce tableau, je préfère quand même beaucoup plus l'œuvre de Whistler, qui est d'une qualité bien meilleure, vous allez voir. Donc cette fois, c'est une réinterprétation de Symphonie en blanc numéro 1 de 1863. Ici, on a Morticia, ou l'une de ses ancêtres, qui est représentée sur le tableau. Mais dans le tableau original, cette fois, on n'a pas un arrangement en gris, mais une symphonie de blanc. Ici, Whistler, son grand truc, ça va être de traiter le blanc. Et ce qui est quand même assez grandiose, c'est qu'on peut se dire, bah, si on n'utilise que du blanc dans une peinture, ça va être très vite terne, on va très vite
ne pas réussir à discerner les différents détails, alors qu'ici on y arrive. On repère très bien le visage de la modèle, on repère très bien le rideau en fond, évidemment le sol lui est coloré donc c'est plutôt simple. On voit le lisse, même s'il est blanc et superposé sur la robe, on arrive à l'identifier. Et c'est quand même une vraie prouesse de traitement de la couleur. Pour ce qui est de la modèle, il s'agit de Johanna Heffernan, qui est une immigrée irlandaise qui sera pendant un certain temps l'une des modèles de Whistler. Cette œuvre, elle est assez particulière pour un portrait parce qu'elle a un format gigantesque. Ce qui est très particulier sur cette œuvre, et on peut pas s'en rendre compte en vidéo, mais c'est que en fait, elle est immense. Et ce genre de dimension était réservé à des personnalités connues des scènes mondaines, parisiennes, londoniennes, de l'Europe en général. Sauf que là, Johanna, elle est pas très connue dans le monde mondain et ça va surprendre les contemporains de Whistler. Ce qu'il faut savoir, c'est que Whistler va présenter cette œuvre au salon de peinture, que ce soit à Londres ou à Paris. Un salon de peinture, qu'est-ce que c'est? C'est un événement annuel où les artistes peuvent présenter leurs œuvres au public, mais surtout à de potentiels acheteurs. Ils peuvent aussi recevoir des prix de l'État, d'institutions, etc. Donc c'est quand même un moment important de l'année, surtout pour s'assurer une rentrée financière. Le problème, c'est qu'il la présente à Londres, à la Royal Academy. La Royal Academy la refuse. Il se dit, bon c'est pas grave, je vais la présenter à Paris. Paris, le salon refuse son œuvre. Et on est en 1863, et c'est une date très importante pour l'histoire de l'art, puisque des artistes vont décider de former le Salon des Refusés, qui regroupe toutes les peintures qui ont été refusées par le Salon de l'Académie des Beaux-Arts. Du coup, Whistler va présenter cette œuvre au Salon des Refusés, et il y a une œuvre très connue que vous connaissez sûrement, qui est exposée en même temps dans ce salon, c'est le Déjeuner sur l'herbe de Manet, qui va créer un énorme scandale pendant ce salon, mais l'œuvre de Whistler aussi va quand même pas mal interloquer le public de par ses fameuses dimensions très perturbantes pour un contemporain. En plus de ça, la modèle a une chevelure rousse, totalement lâchée, pas du tout dans une coiffure travaillée. Ça, c'est aussi dû à une des ressources de Whistler qui sont les pré-raphaélites. Whistler, c'est un artiste qui regarde ce que font ses contemporains et il est notamment proche des pré-raphaélites. Et c'est vrai que quand on regarde le visage de cette jeune femme, elle nous rappelle beaucoup les femmes des pré-raphaélites. Donc notamment Millet, Rossetti, Burne-Jones, ce genre d'artistes qui sont en fait des proches de Whistler, donc rien d'étonnant. Évidemment, pour le film La famille Addams, ils n'allaient pas prendre un tableau tout blanc comme ça qui rentre pas du tout avec l'esthétique des Addams et ils ont été obligés de darkifier cette œuvre, mais vraiment le traitement du fond, il est vraiment pas top. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Quand on continue dans cette galerie, cette fois, on n'a pas forcément de réinterprétation d'œuvres existantes pour essayer de caler des membres de la famille Addams. On a directement quasiment les œuvres originales, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Puisqu'on va commencer avec l'Odalisque de Jean-Dominique Ingres qu'il réalise en 1814. Donc voilà, on est toujours dans le 19e siècle et donc cette grande Odalisque, elle est pas complète puisque normalement c'est un format paysage et ici on a une version portrait avec la première moitié du tableau. C'est une œuvre qui est commandée par Caroline Murat. Je pense que ça vous dit rien, mais en fait, c'est la sœur de Napoléon Ier. Donc une commande quand même d'importance. Et avec cette œuvre, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'orientalisme, c'est-à-dire une vision occidentale d'un Orient fantasmé, imaginé, barbarisé et sensualisé. Sexualisée même. Et le terme d'odalisque, ça vient du turc et ça désigne les femmes de chambre qui servaient dans le harem des sultans. Ici, avec cette grande odalisque, on va se retrouver vraiment dans l'archétype de représentation des femmes nues, lascives, totalement offertes au regard du spectateur, et c'est vraiment pas des choses nouvelles. On va lui ajouter des petits détails orientalisants, que ce soit le turban, les divers objets qui vont orner sa couche, etc. Ce qui va être par contre un petit peu amusant avec Ingres, c'est les proportions. Si vous voyez des tableaux où il y a des personnages qui ont l'air d'avoir des membres beaucoup trop allongés par rapport à l'anatomie humaine,
Souvent, c'est un tableau de Ingres. Ici, elle a un dos qui est beaucoup trop long, elle a un angle très peu naturel, avec sa jambe gauche, son cou aussi est très étrange. Mais en fait, ces déformations, c'est pas parce que Ingres est nul en anatomie, mais c'est parce qu'il préfère privilégier ce qu'il va considérer comme étant beau, plutôt que la vraisemblance du corps humain. Pour ce qui est de ses influences, notamment pour la réalisation de ce tableau, ça va être lié à un voyage qu'il fait à Florence où il va découvrir les peintres italiens de la Renaissance et notamment un Raphaël qui va beaucoup l'inspirer pour les courbes et pour les positions un peu bizarres. Je vous laisse voir une comparaison entre ces deux tableaux. Normalement aussi, ce tableau devait avoir un pendant, un duo, qui était la Dormeuse de Naples, mais aujourd'hui il est disparu. Et petit fun fact, Ingres ne sera jamais payé pour cette commande parce que se passe-t-il avant la fin de la réalisation du tableau? Eh bien, il y a la chute de l'Empire de Napoléon, donc pas de cachet pour la réalisation de ce tableau. Pour le lien avec la famille Adams, c'est peut-être pas forcément très clair, mais ça peut, comme c'est un personnage quand même très sensuel, ça peut peut-être faire penser un peu à la relation très sensuelle qu'ont Morticia et Gomez entre eux, mais peut-être aussi que ça peut faire référence à un voyage qu'ils auraient fait ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, juste devant, qu'est-ce qu'on a? On a un autre tableau qui, cette fois, nous amène en Italie. On est avec Andrea Mantegna et son Saint-Sébastien. Celui-ci est la version de Vienne, mais vous avez une autre version au Louvre si vous voulez aller voir ça. Et c'est une œuvre réalisée vers 1475-1500. Mantegna, c'est vraiment un grand maître de la peinture italienne. Et ici, il va s'intéresser à l'histoire de Saint-Sébastien, qui est un saint martyr. À l'origine, c'était un soldat romain qui va être promu par l'empereur à être commandant. Sauf que l'empereur, il n'était pas au courant que Saint-Sébastien était chrétien. Et du coup, il va se faire arrêter, notamment parce qu'il avait refusé de torturer d'autres chrétiens. Et lorsqu'il est arrêté, il est condamné à être attaché à un pilier et à être percé par des flèches par 2 soldats. Et c'est exactement ce qui est représenté ici. Ce qui va être aussi intéressant et qui va expliquer un petit peu plus ce panneau, c'est que c'était aussi un saint qui était vénéré et invoqué comme protecteur en temps de peste, un petit peu comme ce qu'on avait vu avec le retable d'Isenheim. On a des saints qui sont associés à des maladies et qu'on va prier pour se rétablir de ces maux. Et quand on regarde les dates de ce panneau, en fait, à Padoue en Italie, en 1456-1457, il y avait une peste qui ravageait la population, et donc ça peut avoir un lien avec ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les influences antiques de Mantegna. Il regarde beaucoup ce qui se faisait dans l'Antiquité. Et on a cette impression que Saint-Sébastien est vraiment une sculpture de pierre et il se détache de ce fond architectural antique qui est renforcé par une inscription en grec en bas à gauche du pilier qui veut simplement dire « œuvre d'Andrea ». Le lien avec la famille Adams peut être directement lié au fait qu'ils adorent la torture, que leurs enfants adorent jouer à se torturer l'un et l'autre et à expérimenter différentes techniques, même de meurtre, parce que Mercredi, elle fait quand même des expériences assez funky avec son petit frère. C'est pas très étonnant de retrouver des œuvres où il y a des blessés, ce genre de choses. Et puis en fait, ça va aussi participer à l'angoisse que peut avoir l'avocat quand il rentre dans cette maison. C'est une maison avec une déco quand même assez particulière. Et en plus, à ce moment-là, quand l'odalisque et Saint-Sébastien sont tous les deux en plus tournés vers l'avocat, lui, qu'est-ce qui se passe? Il se fait dévorer les pieds par le tapis ours du couloir. Voilà, donc vraiment ça plante le décor. Ensuite, on continue un petit peu dans le film et on va enfin voir le bureau de Gomez, là où il va recevoir son avocat. Alors là, j'ai été très jalouse de Gomez parce que sur son bureau, il a une lampe Tiffany qui s'appelle la Flying Lady. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai pas trouvé énormément d'informations sur cette lampe. On va essayer de percer un petit peu tout ça, mais déjà je vais vous parler de la maison Tiffany que vous connaissez peut-être aujourd'hui par rapport au film Breakfast at Tiffany's ou tout simplement à l'art de la joaillerie aussi. Alors Tiffany, c'est une maison de joaillerie mais aussi de design américaine et qui a été notamment pas mal connue avec ses designs Art Nouveau. Art Nouveau qui me passionne parce que ceux qui avaient suivi à l'époque quand je faisais des études, l'Art Nouveau c'est une de mes spécialités donc forcément
vous comprenez pourquoi j'ai du ressentiment envers Gomez. Mais du coup, la maison, elle est fondée par Louis Comfort Tiffany, qui est donc un créateur américain d'objets de luxe, qui va du vitrail aux bijoux. Il va s'allier avec Arthur Nash, qui était un verrier anglais, et ils vont mettre au point une technique qui va permettre de mélanger différentes couleurs de verre à l'étape fondue, ce qui va être important pour leur future création. Et les deux hommes, ils vont vraiment beaucoup expérimenter autour du verre. Et ces différentes techniques vont donner des formes opalescentes, marbrées, avoir un effet un peu métallisé aussi sur leur verre. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les objets de la maison et ce qui va faire aussi leur succès. Et puis, ils vont avoir tellement de succès qu'évidemment, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont les copier. D'où ma problématique pour cette lampe. En fait, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que le design serait de Peter Behrens. C'est pas étonnant que la maison puisse faire appel à d'autres designers pour créer des modèles, notamment pour ce qui va être de la sculpture de la lampe. Le verre peut être de chez eux, mais la sculpture peut être réalisée par un tiers. Le souci, c'est que quand j'ai regardé un petit peu l'histoire de ce designer, c'est qu'il n'est pas dans une vibe Art Nouveau, il est même tout le contraire. Du coup, j'arrive pas à trouver d'où vient cette information, pourquoi elle a été attribuée à ce monsieur. Mais quand on regarde un petit peu d'autres lampes Tiffany où le pied est sculpté, on retrouve totalement cette esthétique-là. Ça a l'air en tout cas de faire partie de l'histoire de cette maison, mais à prendre avec des précautions parce que j'ai pas trouvé plus que ça niveau info. Pour ce qui est de la famille Adams, du coup c'est une esthétique, on est fin 19e siècle pour l'Art Nouveau, ça correspond à la période victorienne qui est une source d'inspiration pour l'esthétique de la famille Adams, mais aussi c'est quand même une femme papillon qui va rentrer un petit peu dans cet esprit fantastique que peut avoir la famille Adams, et notamment parce qu'ils ont un entourage avec des créatures quand même étranges. Ce qui va être aussi intéressant avec Gomez Adams et son bureau, c'est deux estampes qui vont nous indiquer ses passe-temps. Get the money for the monthly expenses. Tout d'abord, on a une première estampe qui représente des joueurs de golf. Cette estampe reprend un tableau qui a été réalisé par Lemuel Francis Abbott, qui s'appelait Golf, dédié à la Société des golfeurs de Bulk Heath vers 1790. Alors, on a l'un des sociétaires de cette société de golfeurs qui va faire la commande à l'artiste d'un portrait grandeur nature. Et ce monsieur serait un ancien marchand de sucre et capitaine de navire qui est à la retraite. Une fois la peinture achevée, il va être demandé à une certaine Valentine Green de réaliser des gravures qui reproduisent cette peinture pour les vendre aux sociétaires de la Société des golfeurs. Donc en gros, l'œuvre que nous avons ici serait une estampe réalisée d'après le tableau. Donc déjà, ça nous dirait que peut-être Gomez fait partie de la société de ces golfeurs. Après, ça m'étonnerait parce qu'ils sont quand même à Londres et Gomez est aux États-Unis. Mais sait-on jamais. Ce qui est assez intéressant avec cette œuvre, c'est que pour ce qui est de la peinture originale, c'était pas la première fois qu'on représentait ce genre de nouveau passe-temps. Mais par contre, en gravure, c'est l'une des premières à représenter des golfeurs, à représenter l'activité du golf. C'est quand même assez évident de retrouver des affiches de golf dans le bureau de Gomez puisqu'il a l'air passionné par ce sport et surtout quand il en fait depuis le toit de sa maison pour aller casser les vitres de son voisin. L'autre passion de Gomez, ça va être les armes et notamment tout ce qui va être sabre et épée, et on va retrouver une estampe d'un chevalier. À l'origine, ce n'est pas une estampe, encore une fois, c'est pas un tableau non plus. En fait, c'est un objet que je pense vous ne connaissez pas nécessairement. Ça représente Sir Robert de Burgh en armure et ça a été réalisé en 1302 et c'est ce qu'on appelle une plaque de laiton. Donc, qui est une œuvre du Moyen-Âge, et en fait, ces plaques de laiton servaient de plaques commémoratives, du coup, pour les morts, et donc pour honorer ce Robert de Burgh. Alors, évidemment, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce monsieur, mais ce qu'on peut savoir déjà par sa tenue, c'est que c'était un ancien chevalier templier. Ce genre de plaques de laiton, c'est quand même assez rare d'en retrouver. Par exemple, en France, il me semble qu'on en a quasiment pas, et qu'on en retrouve plutôt en Angleterre, en Allemagne et en Flandre.
Et voilà, c'est des plaques qui ont disparu au fil des siècles et des problèmes avec l'Église. Et c'est des plaques qui sont quand même assez importantes pour donner des indications sur le style vestimentaire d'une époque, sur la hiéraldique d'une époque, donc c'est tout ce qui va être blason, armurerie, etc. Mais du coup, je vous ai dit, c'est une plaque de laiton, alors comment on y arrive en estampe? Et là, ça va être très intéressant parce que ça lie tout ensemble l'époque victorienne qui inspire l'esthétisme de la famille Adams, la passion de Gomez Adams pour l'escrime. En fait, à l'époque victorienne, avec ce renouveau du néo-gothique, on en a parlé dans les vidéos de Londres, bref. Alors je vous refais une voix off parce que je ne sais pas quelle entité démoniaque a pris possession de mon micro, mais le bruit était vraiment hyper saturé et horrifique. Donc je reprends les explications. Les Victoriens, ils vont se servir de ces plaques de laiton pour faire de l'estampage. Donc ce qu'ils vont faire, c'est recouvrir ces plaques d'encre, et avec les rainures qu'il y a sur ces plaques, et ben quand ils vont poser un papier de soie dessus, le motif va s'imprimer, et c'est comme ça qu'on tombe sur cette fameuse estampe que Gomez a dans son bureau. Maintenant qu'on a fini avec les passions de Gomez, on va aller voir la chambre de son frère, l'oncle fétide, qui lui aussi est très passionné par un certain artiste. Hey! Hey! Gordon. Hey. Gordon. What? Gordon, stop. Gordon, what? Sur les murs de sa chambre, vous avez vu, on dirait comme un peu un ado qui va coller tout plein de posters sur les murs. Et bah lui, il a aussi des gravures et qui sont principalement d'un seul artiste. C'est une série d'illustrations pour un ouvrage, on va en parler, mais ce sont les gravures de Gustave Doré, le grand maître de la gravure en France, qui a réalisé un nombre de gravures assez incalculable, et celles qui sont sur le tableau correspondent aux illustrations qu'il réalise pour une nouvelle édition de la Divine Comédie de Dante, et notamment ici on est sur la première partie de l'ouvrage qui est consacrée à l'enfer. Déjà ça vous donne un petit peu le ton et un petit peu l'ambiance de la chambre de Fétide. Alors déjà la Divine Comédie c'est quoi? Donc c'est un poème écrit par Dante Alighieri et c'est un texte majeur dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire médiévale. C'est un texte qu'il commence à écrire au XIVe siècle, mais la première publication où l'œuvre est titrée La Divine Comédie apparaît en 1555. Cet ouvrage, il va quand même être très très populaire au XIXe siècle, notamment grâce aux traductions qu'il y aura. Et puis, ça va beaucoup intéresser les artistes romantiques. Encore une fois, le romantisme, on en a beaucoup parlé. Donc, c'est un mouvement littéraire et artistique où les artistes vont être passionnés par les passions, par l'existence humaine. Ils sont très drama, ils adorent ça, ils aiment les récits épiques, ils aiment la déchéance humaine, ils se questionnent beaucoup sur l'existence, ce genre de choses. Et du coup, ouais, l'expression des passions, tout simplement. Donc ce texte-là, c'est vraiment parfait pour eux parce que dans ce texte, on suit Dante lui-même qui est guidé par Virgile à travers les enfers, le purgatoire et le paradis, où il va découvrir un petit peu toutes les parties. Et dans la partie qui nous intéresse, l'enfer, il va découvrir comment sont traités les déchus, les damnés, etc. Évidemment, c'est un poème extrêmement philosophique qui réfléchit sur la condition humaine, etc. Comme le texte est construit sous forme de chants et de versets, je vais vous les faire dans un ordre chronologique pour pas qu'on soit trop perdu. Les estampes qui seront dans la chambre de Fétide, certaines sont répétées plusieurs fois, mais on va un petit peu voyager en enfer avec Fétide. Et dans l'ouvrage, l'enfer est découpé sous forme de cercles. Les cercles, c'est un peu, on va dire, grossièrement des étages. Voilà. Donc chaque cercle est une partie définie de l'enfer. Donc la première œuvre qu'on va regarder, c'est le 4e cercle, Son supplicié, les avares et les prodiges, roulant de lourdes charges dans un infernal refrain. À ce moment-là, dans l'ouvrage, Dante et Virgile, ils arrivent dans le 4e cercle des enfers, et Dante, il découvre avec effroi les tortures que peuvent être affligées aux pécheurs. Ici, on est sur le péché de l'avarice, puisque si vous regardez bien les choses que les hommes transportent, ce ne sont pas de lourdes pierres, mais ce sont d'énormes besaces d'argent. Il est aussi dit dans le texte que ce seraient des personnes ecclésiastiques, donc de l'Église, qui seraient coupables de ce péché.
Et dans ce sens-là, c'est pas seulement les personnages qui seraient coupables du péché de l'avarice, avarice dans le sens pas seulement les personnes qui vont beaucoup dépenser sans compter, mais aussi c'est les personnes un peu grippe-sous qui vont juste s'enrichir et s'enrichir et s'enrichir sans jamais redonner ou sans jamais dépenser de façon mesurée. Pour Dante, c'est l'un des plus grands maux de son époque et pour lui, c'était un mal qui touchait principalement les hommes de l'Église. Et donc, dans l'œuvre de Doré, on voit parfaitement l'effort que font ces hommes pour transporter ces besaces. Et ici, nous sommes dans le chant numéro 7. On va passer au chant numéro 9 avec « Voilà, me dit-il, les féroces Érini ». Cette fois, Virgile va parler à Dante de péché de méchanceté. Mais là, l'illustration qu'on a, c'est un petit épisode lorsqu'ils sont en marche pour voir ces fameux péchés de méchanceté. Et continuer leur discussion. D'un coup, il va avoir des Érini qui vont sortir du ciel, et donc Dante, il va être terrifié, on le comprend bien, vu la tête de ces monstres. Et Virgile va les présenter en disant que celle qui est à gauche, c'est Mégère, celle qui pleure à droite, c'est Alecto, et celle du milieu, c'est Tisiphone. Et ce sont des personnages quand même affreux, puisqu'elles sont décrites avec des cheveux de serpent, une apparence de femme, des ailes de chauve-souris, et elles sont censées avoir la peau verte aussi. Et ce sont en fait des créatures qui sont tirées de la Grèce antique. Dans la Rome antique, on appelle ça des harpies, peut-être que ça vous dit un peu plus quelque chose. Ce sont des déesses de la vengeance et des démons infernaux qui vont poursuivre impitoyablement leur proie, et en particulier des meurtriers qu'elles vont rendre fous. Et ça va prendre tout son sens ici, puisque dans cette partie de l'enfer sont jetés ces fameux pécheurs de méchanceté, mais qui vont être catégorisés en 3 catégories. Et elles vont s'occuper des pécheurs de méchanceté envers autrui, donc c'est-à-dire les voleurs, les meurtriers, etc. Et donc ces monstres, elles sont chargées de boire le sang de ces pécheurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois que leur soif de vengeance est apaisée et que le meurtrier est purifié, on va dire, eh bien elles peuvent devenir bienveillantes et se transformer en Euménides. Pour continuer un petit peu sur cet enfer et sur ce péché de méchanceté, on va voir d'autres parties, notamment dans le chant 13, où on va avoir 2 estampes, cette fois qui illustrent cette partie. On a d'abord, c'est là que font leur nid les hideuses harpies, qui correspond au moment où Dante et Virgile débouchent sur une forêt lugubre et sans chemin, et c'est ici donc que les harpies font leur nid. Virgile y met en garde Dante en lui disant de bien observer et de bien écouter ce qui se passe dans cette forêt, parce qu'il va avoir des choses assez étranges. Et quand Dante entre dans la forêt, il commence à entendre des gémissements, mais il ne voit pas d'où ils peuvent venir. Il n'y a aucune forme humaine. C'est une forêt sans feuilles, sans fruits, sans fleurs. Il n'y a pas d'oiseaux. On n'entend que le cri des harpies et de lamentations. Et Gustave Doré, comme vous le voyez, il arrive parfaitement à rendre compte de cette horreur, puisqu'on voit que les arbres prennent vie et que ce sont du coup les pécheurs de méchanceté. Et cette fois, on est dans la catégorie des pécheurs de méchanceté contre eux-mêmes, donc ça va concerner par exemple les personnes qui se sont suicidées, qui évidemment pour l'Église est un péché. Et donc en fait, ils sont enfermés dans ces arbres, soumis à une constante souffrance et condamnés à se lamenter. Dans la deuxième estampe, on va voir des personnages qui ont réussi un peu à se sortir de cet état, sauf qu'ils vont être très vite punis par une horde de chiens qui arrivent en arrière-plan. Ici, ce ne sont pas des suicidés, mais ce sont ce que va appeler Dante des dilapideurs, et qui sont des personnages considérés comme ayant trop dépensé trop vite et sans compter tout leur argent. C'est pas seulement un péché d'avarice ici, c'est vraiment un péché de méchanceté contre eux-mêmes, et c'est la deuxième catégorie. Ils se retrouvent dans ce cercle-là, du coup, avec les suicidés. Les personnages qui sont mis en scène dans l'estampe, mais aussi dans l'ouvrage, sont basés sur des contemporains de Dante, qui étaient très connus pour dilapider tous leurs biens. La dernière estampe de Doré va être Guérillon emporte les 2 poètes au fond du 8e siècle de l'enfer, qui correspond au chant 17. Cette fois, nous sommes plus dans la partie des violents pour eux-mêmes ni des violents pour autrui, mais on va être dans ce que Dante va appeler les méchancetés contre Dieu et la nature. Parce qu'évidemment, je vous le rappelle, on est dans un contexte Moyen-Âge en Italie, la religion évidemment a une énorme place. Ce passage, il va être caractérisé
par la rencontre de Geryon, qui est un monstre qu'on retrouve avec le héros Hercule, mais ici il va avoir une apparence un peu différente. Il est censé représenter la fraude et il est censé parcourir le monde à travers les montagnes, tout en réussissant à s'introduire derrière des murailles défensives, abattre quiconque se met sur son passage grâce à sa queue acérée. Il est décrit comme ayant un corps en forme de serpent avec des pattes de lion. Son dos et sa poitrine, ses flancs sont censés avoir des écailles. Il est censé avoir une queue de scorpion, mais son visage, lui, est censé être celui d'un homme juste avec des traits plutôt normaux et inoffensifs. Sur l'œuvre de Doré, on voit qu'il a plutôt fait un monstre dragon, même si effectivement on retrouve les pattes de lion et ce visage d'un homme plutôt sage, mais on retrouve pas la queue de scorpion. Le lien de ce monstre avec nos deux philosophes, c'est que Virgile va grimper sur la bête et inciter Dante à faire la même chose. Virgile, il va quand même se mettre à l'arrière pour pouvoir protéger Dante au cas où le monstre décide de les attaquer avec sa queue. Et Geryon va les amener au 8e cercle des enfers et il va déposer ses passagers tranquillement, le voyage va bien se passer et il n'a empoisonné personne et puis il va juste partir tranquillement pendant que les deux philosophes vont continuer leur pérégrination. Et donc dans l'œuvre on voit effectivement Virgile qui est bien en arrière pour protéger Dante, qui est vraiment pas rassuré de monter sur ce monstre. Le lien avec la famille Adams c'est quand même assez évident puisqu'on est vraiment dans un registre horrifique avec diverses bêtes mythologiques, on est littéralement en enfer, donc vraiment juste une esthétique qui correspond parfaitement avec celle de la famille Adams. Et pour finir, on va se calmer, on va partir un petit peu des monstres, on va juste regarder cette petite vue de Venise qui se trouve dans le salon, qui est très sympathique et très calme et qui va faire du bien à tout le monde. Your very own brother, you drive him away. Go, off with you. C'est une œuvre réalisée par Canaletto qui représente la place Saint-Marc et qu'il réalise à la fin du XVIIIe siècle. Donc évidemment, son tableau nous montre les deux bâtiments les plus connus de Venise qui sont la basilique Saint-Marc et le palais ducal. Là vous vous dites bah super, c'est mignonné, c'est une petite vue de Venise, c'est sympatoche et tout, mais ça va avoir son importance à l'époque puisque on est dans une période où les enfants de l'aristocratie procèdent pendant plusieurs mois à ce qu'on appelle le Grand Tour, c'est-à-dire qu'ils vont visiter différents pays à travers l'Europe pour continuer leur instruction, découvrir d'autres cultures et aussi rencontrer les autres aristocrates de l'Europe. Et ça arrivait qu'à l'époque, ils repartent avec par exemple de la sculpture gréco-romaine, des petits objets de la Renaissance, ce genre de choses, mais ils repartaient aussi avec ce type de tableau pour se rappeler du voyage qu'ils ont pu faire et ça permettait aussi de transmettre une atmosphère, une image du lieu qu'ils avaient visité aux personnes qui vont venir visiter leur maison, etc. Mais aussi juste d'un point de vue touristique entre guillemets, de se rendre compte pour une personne qui n'a jamais visité Venise de quelle est l'atmosphère dans cette ville. Parce que nous, c'est très simple aujourd'hui, nous avons Google Images, nous avons Instagram, etc. Mais à l'époque, ils n'ont pas ça. Donc comment ils se rendent compte à quoi ressemblent les grandes villes d'Europe? Eh ben, ça passe par les reproductions en peinture. Donc le lien avec la famille Adams, est-ce que Gomez et Morticia sont partis en Italie et sont revenus avec un petit souvenir? Est-ce que c'est un tableau qui s'est passé de génération en génération parce qu'un ancêtre fin 18e, début 19e a fait le grand tour? On ne sait pas, mais en tout cas, on peut émettre ces hypothèses. Et en tout cas, je crois que ça sera tout pour les œuvres qu'il y a, du moins les œuvres que j'ai repérées et bien identifiées dans ce film. J'espère que ce calendrier vous a plu, que vous avez pu apprendre beaucoup plus de choses. N'hésitez pas à me faire des retours. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon Halloween si vous avez une soirée de prévue. Et on se retrouve prochainement sur la chaîne pour des vidéos beaucoup moins horrifiques. Salut!